Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 7 avril. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Nous sommes de retour pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'informations pratiques, d'actualité et de divertissement proposés par les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant la matinale, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également à nous informer du temps qu'il fait du côté de chez vous au réveil avec le soleil qui est déjà levé ce matin en Vendée. Un mot justement de cette météo. Regardons la carte du ciel vendéen, un ciel plutôt ensoleillé qui vous attend déjà en Vendée en ce mardi 7 avril avec des températures, vous le voyez, plutôt douces de 11 à 14 degrés attendus d'est en ouest au réveil en Vendée en ce mardi 7 avril avec un ciel légèrement voilé durant la matinée. La luminosité reste cependant très bonne et vous allez le voir cet après-midi, malgré un léger voile nuageux plus épais qui s'installe dans les terres, les températures sont très agréables de 20 à 22 degrés d'ouest en est avec un vent de sud-est qui souffle de 25 à 30 km/h. Partons sur le littoral vendéen pour jeter un coup d'œil aux marées du jour avec les coefficients du jour 70 et 60 pour les marées de ce mardi 7 avril. En ce qui concerne les horaires de marée, une prochaine marée basse est prévue en début d'après-midi, 14h43 du côté de la Tranche-sur-Mer, 14h44 cette fois-ci pour le passage du Gois dans le nord Vendée du côté de Beauvoir-sur-Mer, ce qui veut dire que vous avez l'océan qui se retire petit à petit jusqu'à ce début d'après-midi. Pour les coefficients entre 50 et 70, vous en avez l'habitude désormais, je vous en informe tous les matins. Il est recommandé de traverser entre 30 minutes et 1 heure avant et après le passage de la marée basse si vous souhaitez traverser le passage du Gois en toute sécurité. Un mot de l'information trafic et des travaux que vous pourriez rencontrer sur votre route ce matin en allant au travail, en allant faire vos courses ou tout simplement en emmenant vos enfants à l'école. Ce matin, nous sommes tout d'abord du côté de la Châtaigneraie avec ces travaux de purge en prévision de la réfection de la chaussée de la D19 qui relie la Châtaigneraie aux communes de Loches-Fougerolles et Saint-Maurice-des-Noux. Les voies sont interdites, une déviation est mise en place jusqu'au 24 avril prochain. Un autre secteur cette fois-ci à Aisne, la route de Nantes en direction de la Chapelle-Paluot est elle aussi interdite. Une déviation est mise en place car des travaux d'élagage ont lieu toute la semaine dans le secteur. Chaque jour, nous vous posons une question. Je vous en parlais il y a quelques instants. Une question liée soit à votre quotidien ou en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour. Voici celle que je vous propose en ce mardi 7 avril. Qu'avez-vous fait de votre week-end de Pâques? Et oui, comment ne pas vous poser cette question après un joli week-end ensoleillé? Alors, balade en forêt, sur les plages ensoleillées vendéennes ou tout simplement un repas en famille pour ce week-end de Pâques. Dites-le nous en commentaire sur notre page Facebook ou sur le WhatsApp de la matinale. Et je vous le rappelle, le soleil s'est levé à 7h32 et se couchera aujourd'hui à 20h43. Les journées continuent à se rallonger et nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire aujourd'hui. Et en ce 7 avril, nous fêtons les Jean-Baptiste. Alors bonne fête à tous les Jean-Baptiste de votre entourage. Et sans plus tarder, je vous propose de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Ce samedi 4 avril avait lieu à l'hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon le conseil d'installation de La Roche-Agglo et c'est Romain Bossis, fraîchement élu maire de la ville-préfecture, qui a également remporté le suffrage pour la présidence de l'agglomération face à la candidature du maire de Venanceau, Laurent Favreau, un poste qu'il a annoncé prendre de manière temporaire. 13 vice-présidents ont également été élus, dont certains ne font pas partie de la majorité ayant voté pour Romain Bossis, une volonté selon ce dernier d'avancer dans l'intérêt général des Agglo-Yonnais. Il s'agit d'une présidence intérimaire pour permettre de mettre à plat les choses à la fois sur le plan financier et au niveau des ressources humaines pour savoir qui fait quoi, qui paye quoi dans cette collectivité
et avec l'objectif à terme de faire une passation pour répartir l'équilibre entre la ville-centre et les villes de l'agglomération. Et donc la nouveauté, c'est que 3 vice-présidentes et vice-présidents seront ici d'une autre sensibilité, puisque l'idée, c'est de pouvoir travailler collectivement dans l'intérêt général au service des Aglo-Lyonnaises et des Aglo-Lyonnais. Et puis pour les membres du bureau, c'est la même chose. L'ensemble des maires de l'agglomération siégeront au bureau. On a un bureau qui se veut paritaire, qui respecte la parité entre les femmes et les hommes, un bureau qui représente l'ensemble du territoire et qui ouvre à une sensibilité politique différente pour travailler au service des Aglo-Lyonnaises et des Aglo-Lyonnais, au service de l'intérêt général pour l'ensemble du territoire. Et si le nouveau président de La Roche-Aglo prône un nouvel élan collectif avec l'ensemble des élus, certains pointent cependant du doigt une division bien réelle dans la vision de la gestion de l'agglomération. Les 13 communes sont désormais appelées à travailler ensemble, mais en tout cas le conseil d'installation du conseil de ce matin d'agglomération a démontré qu'il y avait une vraie division, 23 à 22 sur de très nombreuses désignations qui je pense marquent en fait une division de la vision pour l'agglomération à venir, entre une proposition qui était portée par Laurent Favreau de vouloir travailler les 13 communes ensemble pour un projet commun, et une vision un petit peu plus partisane où justement on a eu La Roche-sur-Yon et quelques communes associées qui se sont réparties les vice-présidences qui parfois, on fait passer quelques adjoints à la place de certains maires, alors sous un principe de compétence qui peut parfois remettre en question ou du moins questionner sur la place des maires dans l'agglomération. Mais en tout cas, voilà un conseil d'agglomération qui pose quelques questions sur l'avenir et la méthodologie que nous allons devoir adopter entre les 13 communes ensemble. Connaissez-vous la Mycène ? Il s'agit de la mission interservices de protection de l'eau et de la nature. Parmi ces acteurs, la Direction départementale des territoires et de la mer, l'OFB ou encore la gendarmerie et le parquet. Ensemble, ils ont pour objectif de coordonner des actions pour préserver la biodiversité et les ressources en eau. Mais par quoi cela se traduit concrètement en Vendée ? Les détails avec Louise Ménoury. Avec 5 millions de visiteurs chaque année, la Vendée figure parmi les départements les plus touristiques de France. Une attractivité qui entraîne d'importants besoins en eau, auxquels s'ajoutent les exigences du secteur agricole. L'objectif donc de ce comité stratégique, préserver ses ressources en eau. Nous travaillons sur la qualité de l'eau, pour protéger les captages d'eau qui sont les plus menacés par les nitrates, les pesticides ou l'assainissement. Et puis par ailleurs, nous facilitons la constitution de réserves d'eau qui permettent à l'eau potable ou aux agriculteurs d'avoir de l'eau qui est stockée l'hiver quand il pleut beaucoup, pour éviter l'été de devoir pomper dans les nappes phréatiques ou ce qui est interdit dans les ruisseaux. Autre point de vigilance du comité stratégique, le contrôle du braconnage d'espèces protégées ou encore de la chasse. Les civelles sont encore présentes chez nous et on a un gros besoin de pouvoir maintenir ces espèces-là et d'éviter le braconnage, parce que si on prélève les civelles, on ne va plus pouvoir derrière, on va épuiser notre ressource. Donc là, c'est un point effectivement d'attention très particulier pour réussir effectivement à lutter contre le trafic. Les trafics de civelles sont très très lucratifs, voire plus lucratifs que certains narcotrafics. Sur la chasse, c'est plus une question de s'assurer que la pratique de la chasse peut être exercée en sécurité et de s'assurer que les règles de sécurité sont respectées, puisque on est dans des interventions évidemment avec des armes à feu. Il faut faire en sorte que les chasseurs qui sont en position de tir puissent effectuer les tirs sur la faune sauvage dans des bonnes conditions, sans risquer de pouvoir blesser ou abîmer des biens privés ou publics. En 2025, ce sont plus de 2500 contrôles qui ont été réalisés. Près de 600 agents ont été mobilisés pour lutter par exemple contre le trafic de l'anguille et les atteintes aux aires protégées. L'actualité en bref en Vendée, c'est également cet accident de la circulation mortelle qui a eu lieu en Vendée ce lundi de Pâques dans la commune de Roche-Chervière. Contacté hier peu avant 5h du matin pour un véhicule ayant percuté un bâtiment, le SDIS de la Vendée a dépêché 10 sapeurs-pompiers sur les lieux de l'accident, route de Nantes. Arrivés sur place, ils ont finalement découvert un homme de 25 ans incarcéré dans son véhicule. Ce dernier a pu être extrait mais n'a malheureusement pas survécu à l'accident. Il a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.
C'est dans le village de la gare de Pouzauges que se situe le siège social du groupe agroalimentaire Fleury-Michon. Sur ce site, l'entreprise a construit un nouveau bâtiment innovant. En effet, il a été conçu afin d'être utilisé de manière partagée. De nombreux salariés du siège pratiquant régulièrement le télétravail n'ont pas forcément de bureaux attribués sur ce site, mais des bureaux partagés en fonction de leurs besoins, pouvant accueillir au total plus d'une centaine de collaborateurs. Plusieurs salles de réunion ainsi que de petites cabines permettant de s'isoler ont ainsi été créées. Objectif de ce nouveau lieu de travail, améliorer le quotidien des salariés. Le groupe Fleury-Michon qui peine actuellement à recruter sur ces différents sites. Alors la volonté, c'était déjà de créer des espaces de travail collaboratifs, là où jusqu'à maintenant on avait des espaces plutôt fermés avec des bureaux individuels. Donc on voulait créer des espaces ouverts et surtout créer un lieu de vie où toutes les personnes du siège se croisent, tous métiers confondus. Donc vraiment créer beaucoup plus de collaboration et de rencontres entre les personnes parce qu'on est convaincu que c'est absolument nécessaire d'avoir des moments de partage et de vivre ensemble. Ça fait partie des éléments qu'on doit prendre en compte, c'est qu'on est sur un bassin d'emploi qui est très dynamique, avec un taux de chômage qui est très faible. Donc on a un peu de mal à attirer, en tout cas ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie pour attirer les personnes. Et sur des fonctions administratives, on recrute partout en France. Donc proposer des beaux locaux et des espaces vraiment de vie agréables, ça contribue à attirer des personnes chez nous. Un mot également de cet incendie qui a ravagé hier plus de 3000 mètres carrés de sous-bois sur la commune de Soulan. Une quinzaine de sapeurs-pompiers des casernes de Chalans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Apremont ont été envoyés sur place. Une opération durant laquelle les soldats du feu ont dû également protéger 2 bâtiments menacés par les flammes. Un incendie qui rappelle toute la prudence et les précautions à prendre en forêt avec le retour des chaleurs dans le département. Impossible de ne pas revenir ensemble sur l'un des événements qui a sûrement rythmé votre week-end de Pâques. Je parle bien évidemment de la chasse aux œufs. Que ce soit pour les petits ou pour les grands, de nombreux lieux touristiques et culturels du département ont invité pendant 2 jours les familles à venir participer à une chasse aux œufs. C'était le cas notamment du côté de la Folie de Fanfarine, du potager extraordinaire ou encore du Moulin des Gourmands où s'est rendue pour nous Jeanne Bell. À la Folie de Fanfarine, il faut être rapide pour participer à la chasse aux œufs. Heureusement, les enfants peuvent recevoir un peu d'aide. Je cours, je cherche un petit peu avec eux parce que je les aide minimum. Et puis, oui, je leur distribue les chocolats. Pour avoir le droit à cette récompense, il faut trouver au moins une abeille de chaque couleur. Les jaunes, le rouge, le bleu et le vert. Les chocolats sont bien mérités. Plus loin, au potager extraordinaire, petits et grands cherchent aussi les œufs de Pâques. Pauline s'occupe de l'approvisionnement. On va les remettre des œufs dans la prairie pour que nos visiteurs puissent trouver tous les œufs de couleur et avoir quelques petits chocolats. On accueille nos visiteurs dans notre prairie qui est derrière nous et ils ont une grande chasse aux œufs pour les petits, pour les grands et même un œuf d'or. Ils ont des œufs de couleur à chercher et en fonction de ça, ils auront des petites surprises chocolatées et pour celui qui trouve l'œuf d'or, une grosse surprise chocolatée. Pour finir cette balade chocolatée, rendez-vous au Moulin des Gourmands, qui propose une énigme de saison. Vers la salle du hologramme, au fond du parc, il faut chercher combien il y a d'œufs. 2. Les enfants viennent, ils vont devoir résoudre plein d'énigmes sur la thématique de Pâques. Donc en fait, c'est Jojo le lapin qui a perdu ses œufs de Pâques. Et donc il y a plein d'énigmes qu'on a cachées un peu partout dans le parc. Les enfants doivent aller un peu partout et résoudre toutes les énigmes. Une fois qu'ils ont fini, ils ont en fait réussi à résoudre un texte mystère. Ils viennent à l'accueil et ils repartent avec leur petit baluchon de chocolat. Et tu as le droit à des petits œufs de Pâques, qu'est-ce qu'on dit ? Après ces longues recherches, c'est enfin le moment de déguster les chocolats. Et on termine ce journal avec le concours Vendélire. En mai prochain, certains élèves de 5e et 4e des collèges privés de Vendée auront l'occasion de voter pour l'un des 14 romans jeunesse en compétition. Pour cela, les jeunes âgés de 12 à 14 ans doivent lire au minimum 4 ouvrages parmi la sélection pour pouvoir participer au vote le mois prochain. À cette occasion, le collège du Sacré-Cœur de La Roche-sur-Yon invite chaque année un écrivain ou une écrivaine en compétition à venir présenter son œuvre. Il s'agissait cette année de Sandrine Beau. Je trouvais
Sandrine Beau est venue rencontrer les lecteurs du Vendélire, qui est un prix littéraire organisé depuis 17 ans en Vendée par les professeurs documentalistes des collèges privés. Et elle est donc venue rencontrer ses lecteurs dans le cadre du prix Vendélire, pendant lequel les élèves, en fait, du mois de novembre au mois de mai, lisent entre 4 et 14 romans, de façon à pouvoir voter pour leur roman préféré. Au détour d'un prix littéraire, il y a une émulation. Les élèves peuvent justement s'engager avec des camarades aussi. Ça peut les aider justement à se lancer dans ce projet, ce défi qui se lance en fait à eux-mêmes, parce que quelquefois 4 romans à lire en plus de ce qu'ils vont étudier en français, ça peut être beaucoup. Mais on a un choix de genres littéraires, d'histoires vraiment différents, et aussi des livres de niveau de lecture différents, de façon à ce que des petits lecteurs, mais aussi des très bons lecteurs, puissent adhérer à ce projet. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose sans plus attendre de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi à l'offre mobile cyclisme santé lancée dans les EHPAD, comme c'est le cas du côté de Fontenay-le-Comte. Je suis très heureuse d'être ce matin dans cette EHPAD, donc à Fontenay-le-Comte, la maison chrétienne, qui permet de pouvoir mettre en place une des actions qui a été donc proposée dans le cadre du schéma Vendée Autonomie, notamment celle de pouvoir être dans cette prévention, dans cette action du sport santé pour nous aider dans les EHPAD et financée donc par le département dans le cadre de la conférence des financeurs, donc qui est mise en place en lien avec la CNSA. Donc une opération qui permet pour l'instant dans 10 EHPAD de pouvoir promouvoir à travers une convention avec le comité départemental du cyclisme de Vendée, évidemment de promouvoir le vélo, mais surtout de permettre dans nos EHPAD, dans ces accueils collectifs de nos aînés les plus vulnérables, eh bien permettre de pouvoir se soucier de soi, de se soucier de sa santé. Nous, on est vraiment porteurs du projet. On a investi dans 20 machines. Donc, on distribue 5 machines par EHPAD et on travaille sur 4 EHPAD différents à raison de 2 séances par EHPAD par jour. Et donc, on couvre 40 résidents par séance chaque semaine, enfin sur 4 sites différents. On est le 2e département en France à le faire et on a recruté une personne pour pouvoir le faire suite à l'accord et qui nous permet d'accompagner les plus âgés vers de la reprise d'autonomie au vélo. Il y a moins d'impact, donc c'est vrai que pour les résidents là, qui sont âgés, souvent ils ont des douleurs au niveau des genoux et le fait que ce soit sur un vélo, le mouvement il est moins saccadé, il est plus souple et du coup ça provoque moins de douleurs. On a vu aussi sur des résidents qui étaient un petit peu voûtés en début d'année, on va dire en début d'atelier, et là maintenant sur les vélos, au niveau postural ils se sont redressés, ils sont plus grands, ils ont un peu plus d'ouverture aussi de cage thoracique, donc ça c'est vraiment un bel effet. Moi, j'adore faire du vélo, ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, je faisais des courses et puis des promenades. Et j'aimais beaucoup. On passait un bon moment, puis il n'y avait pas de compétition ni rien. C'est agréable, quoi. On peut rêver. On a des résidents qui avaient du mal à sortir de leur chambre. Il fallait vraiment motiver pour venir aux activités. Et là, le vélo, ça leur a plu, ça leur a beaucoup ramené de souvenirs. Et donc, c'est des résidents qui sont prêts à l'heure, qui nous attendent quand on vient les chercher et qui sont ravis de venir. Et vous retrouvez chaque matin un nouveau plus de infos dans votre matinale. Sans plus attendre, on passe à votre chronique du jour. Et en ce mardi, une nouvelle chronique santé zoom sur les métiers de la logistique et celui de chauffeur-livreur au sein des hôpitaux de Vendée en compagnie de Mathieu Lebrun du centre hospitalier des Collines vendéennes. Le métier consiste à faire le transport de linge sale
de linge propre, de la pharmacie et des prélèvements sanguins. Déjà pour le linge, pour que les résidents et les patients puissent avoir du linge propre. La pharmacie pour que les patients aient leur traitement. Et les bilans sanguins pour aussi qu'ils puissent avoir leurs résultats. Enfin, je fais la liaison entre par exemple entre la blanchisserie, la pharmacie et puis avec des fois les infirmières parce que ça permet aussi d'avoir un lien direct. Si on compte la pharmacie, le linge principalement, on est entre 1 à 2 tonnes jour. Une journée type, c'est donc l'embauche à 7 heures. On va sur les résidences pour récupérer tout ce qui est linge sale, y compris le linge sale qu'on a sur l'hôpital. On revient sur l'hôpital pour récupérer tout ce qui est prélèvement sanguin. On va sur Fontenay, on dépose au labo les bilans sanguins, on récupère le sac vide. Je retourne sur la blanchisserie de Fontenay, vider le sale et récupérer le propre, tout en désinfectant le camion. Je reviens ici pour déposer ce qui appartient à l'hôpital, le propre, et après sur la résidence par la suite. On revient sur l'hôpital une fois déposé le propre, et l'après-midi, je vais à la pharmacie de l'hôpital de chez nous, récupérer ce qu'il y a à récupérer pour retourner sur Fontenay. Il se peut qu'il y ait des fois un coup de téléphone ou un message, par exemple là où je vais chercher les prélèvements. Du coup, je rappelle l'infirmière concernée. Puis c'est comme ça souvent qu'on se passe certains messages, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, il y a 7 semaines en plus. Il y avait un médicament à aller chercher rapidement parce que ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Et du coup, ça a permis le fait que j'ai ce passage-là, de pouvoir récupérer le médicament pour qu'il puisse être administré aux patients, quoi. Je pense qu'ils essayent d'harmoniser au maximum et en fait de mettre vraiment tout au même endroit, donc c'est-à-dire de réduire vraiment les déplacements. On a regroupé justement les prélèvements sanguins et la pharmacie, ça a permis vraiment de faire qu'un seul camion au lieu que d'en faire 2 ou d'en faire 3, quoi. Si on parle vraiment sur la partie linge, j'ai pas de formation particulière, mais après tout ce qui va être sur les bilans sanguins, il y a des formations internes qui existent, qui vont se faire dans les prochains mois. L'organisation principalement déjà, les relations qu'on peut avoir avec les différentes personnes avec qui on va avoir à parler, à passer des informations. Et vous retrouvez tous les mardis une nouvelle chronique santé dans votre matinale. Place désormais à l'extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Trésor caché présentée par Marion Blanchet. Au programme de ce nouveau numéro, direction Sallertaine et l'église Saint-Martin située dans le Marais breton. Bonjour Marion, ça va très bien. On va visiter Sallertaine. Je suis ravie de t'accueillir ici. Ben moi aussi, je suis ravie d'être là. On y va ? C'est parti. C'est parti. Julie, moi je suis très contente de te retrouver ici à Sallertaine, sous le soleil. Oui, sous le soleil. Pourquoi as-tu choisi cet édifice ? Alors, moi j'ai décidé de te présenter Sallertaine et puis son église romane parce que je trouve que c'est un bâtiment très intéressant qui est un marqueur temporel de ce qu'a pu être le grand âge d'or de l'ancienne île de Sallertaine à l'époque médiévale où l'activité salicole, la récolte du sel était très importante. Et il y a eu beaucoup d'activités à ce moment-là et malheureusement il y a beaucoup d'édifices qui ont disparu et l'église romane, elle est parvenue jusqu'à nous. Elle est toujours ici. Pas tout à fait entière, mais elle est toujours là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. C'est un sujet extrêmement intéressant. Alors Julie, qu'est-ce qui se passe ici au XIe siècle ? Alors, au début du XIe siècle, on a probablement un petit bâtiment qui est déjà existant. Mais en 1075, on a une abbaye très importante. C'est l'abbaye de Marmoutier qui va obtenir la pleine dépendance de cet édifice qui va être donc agrandi sous l'impulsion des moines bénédictins de Marmoutier et qui va être placé sous le vocable de Saint-Martin. Et il faut imaginer que comme on est en plein milieu du Marais breton vendéen, sur une île, on récolte du sel. Donc ça génère des revenus importants.
Et vous retrouvez dès ce matin ce nouveau numéro de Trésor caché sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. Et félicitations à Sandra d'Evelure-sur-Vendée qui remporte le jeu de la semaine dernière. Cette semaine a gagné 2 places pour le concert spectacle Legends, autrement dit Johnny. La question de cette semaine, la voici. Quelle équipe faisait sa première apparition à l'occasion de la 53e édition du Mondial Football Montaigu? Un indice en ce mardi, il s'agit d'une équipe qui a participé au Challenge Club. Alors, avez-vous trouvé la réponse à cette question? Si oui, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dès 12h30 en compagnie de Louise Viadger pour votre journal de la mi-journée. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée. Just call my name.